samedi, il fait beau temps sur Dakar. Le temps est un peu ensoleillé avec une température de 26 degrés. Il ne fait ni chaud ni froid. Donc c'est vraiment le temps idéal. J'espère que le week-end se déroule bien de là où vous nous écoutez également. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur cette plateforme, jeunes et ambitieux. Cela nous fait énormément plaisir et on serait ravis d'avoir vos feedbacks afin de mieux répondre à vos besoins. Si vous aviez des questions ou des suggestions qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous le communiquer sur la page LinkedIn ou Facebook. Aujourd'hui, je reçois pour vous un ami et frère de longue date. On s'est rencontrés pour la première fois à Montréal, c'était en 2015 et je peux vous assurer qu'il a plein de choses à partager avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Faisal. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de t'accueillir ici aujourd'hui pour échanger sur ton parcours et tes expériences. Alors, pour débuter, comment te présentes-tu à la communauté des jeunes ambitieux? Alors, merci beaucoup Faisal pour cette invitation. Alors, je suis Jean-Pierre Domboué, nationalité burkinabé et je réside à Montréal. Professionnellement, j'évolue dans le secteur de la finance, donc précisément de la finance de marché. Et par rapport à mon background, j'ai fait des études au Sénégal en administration des affaires et par la suite, j'ai atterri à Montréal pour faire des études de second cycle. Donc voilà, où j'ai fait une spécialisation de second cycle en produits dérivés. Donc ce sont des instruments utilisés dans la finance de marché pour la gestion de risque, un peu pour le trading. Et voilà, donc je travaille ici à Montréal dans le secteur de la finance et donc je suis ouvert à tes questions et on va tenter d'y répondre. Ok, parfait. Très intéressant. Il faut le dire, c'est la première fois qu'on reçoit un analyste financier sur cette plateforme-là et c'est l'occasion aussi pour ceux qui sont de ce domaine-là d'avoir plus d'informations là-dessus sur ce qu'il y a à l'international. Comme tu nous l'as expliqué, tu es à Montréal, tu es passé également par Dakar. Mais je voudrais un peu plus revenir en arrière pour avoir plus de détails sur ton parcours, notamment ton enfance, tes études scolaires. Où est-ce que ça s'est passé avant que tu n'arrives au Sénégal? Tu as d'abord fait tes études au Burkina? Où est-ce que tu as fait ton enfance particulièrement? Ah, très bien. Alors, comme je dis, je suis né au Burkina, j'y ai grandi, j'ai fait toutes mes études primaires et secondaires à Ouagadougou. Donc, et oui, donc j'ai fait mon étude primaire. Bon, comme tout le monde, c'est le même cursus qu'on suit à peu près dans l'éducation burkinabé. Ensuite, quand je suis arrivé au secondaire, de la sixième à la troisième, j'ai plutôt fait ce qu'on appelle un parcours, je pense, général. Donc sixième jusqu'à la troisième, parcours général. Et à partir de la seconde, je pense que c'est là qu'il y a souvent des démembrements. Donc, j'ai fait une seconde C, première D et une terminale D. Donc, je suis titulaire d'un bac D que j'ai fait dans des écoles au Burkina, dans le système burkinabé. Par la suite, j'ai été à Dakar parce que quand j'ai fini, je ne savais pas trop ce que je voulais faire parce que moi, dans ma famille, on m'a plutôt dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, on m'a pas exigé un parcours bien précis. Oh, donc tu dois faire de la médecine, mais tu dois faire du droit. Non, j'avais vraiment libre choix. Et à l'époque, j'entendais beaucoup parler de, de marketing management, d'affaires internationales. Mais la finance, bon, il n'y avait pas vraiment de formation finance pure. Les gens parlaient plus de banque finance, finance compta. Et moi, c'était quelque chose que la comptabilité, c'est quelque chose que je disais que je n'allais jamais faire. Parce que je voyais ma grande sœur qui a fait un bac en comptabilité faire de grands tableaux dans ses documents et je disais que moi, ce truc, je vais jamais le faire. Je ne vais, je vais jamais compter l'argent de quelqu'un comme ça sur Et pourquoi cela? Pourquoi tu voulais pas faire ces grands tableaux-là? Pour moi, je trouvais ça fastidieux. Je trouvais ça fastidieux de faire des trucs comme ça. Je trouvais que c'était de la souffrance, mais sans chercher à comprendre ce qu'il y avait dedans. Donc j'arrive
Donc, comme je disais, après le bac, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et j'avais la chance d'avoir ma grande sœur qui étudiait à Dakar, et donc au CESAC. Donc, elle m'a dit, ah, mais tiens, il y a une bonne école ici à Dakar qui forme, qui fait un peu ce que tu veux faire. C'est un tronc commun, donc tu as encore le temps de réfléchir. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Dakar. C'était à ISM, Institut supérieur de management. Donc, c'est ainsi qu'en 2009, j'ai atterri à Dakar. Vraiment, c'était une grande chance d'avoir ma grande sœur à côté qui m'a un peu guidé. Donc, l'intégration n'a pas été très compliquée. Donc, ensuite, j'ai fait un test. Quand je suis arrivé sur place, j'ai fait un test à l'école, auquel j'ai réussi et j'ai commencé mes cours. Donc, j'ai fait un tronc commun. Donc, ils appelaient ça diplôme supérieur de gestion. Mais la branche que moi je faisais, c'était plus ce qu'ils appelaient la filière BIM. C'est Bachelor International en Management. Donc, c'était une filière, c'était plutôt bilingue. Donc, on avait 70% des cours qui étaient en anglais et 30% en français. Donc, j'ai fait un peu de tout. On a fait du droit, de la comptabilité. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce que ma sœur faisait que je ne voulais jamais faire, mais je n'avais pas le choix. Donc, j'ai fini par faire ça. Donc, un peu de finance, pas beaucoup. J'ai fait du marketing, comment on appelle ça, géopolitique, vraiment du tout. Vraiment, c'était un tronc très, très, très général. Et donc, 3 années sont passées. Très belle expérience au Sénégal, très bonne formation. Ça m'a permis aussi de grandir en tant que personne. Parce que vivre loin de la famille, c'est quelque chose de très, très, très formateur. Ça ouvre un peu l'esprit. Et donc, voilà. Donc, 2012, je termine à Dakar. Et en juin 2012, j'ai mon diplôme. Et par la suite, j'ai eu la chance encore de pouvoir postuler pour des universités canadiennes. Donc, j'ai postulé à Montréal principalement. Et ça, je dirais que c'était peut-être une petite erreur de ma part. Parce qu'en général, bon, je dirais pas une erreur, mais en général, j'ai remarqué que nous, les francophones, généralement africains, la plupart, je dirais, je n'ai pas de statistiques comme ça, mais personnellement, je dirais 75% veulent toujours aller dans un milieu francophone. Et ça, c'est quelque chose que je trouve souvent dommage parce qu'on vient toujours, on a grandi dans un milieu francophone, on vient dans un milieu francophone et après, on se rend compte qu'on a besoin de l'anglais. Et en ce moment, on est peut-être à la fin des études. On s'est dit, ah, il faut que j'aille dans un milieu anglophone pour perfectionner mon anglais. Et ça prend du temps encore. Il faut repartir dans un milieu anglophone, il faut se réadapter, il faut apprendre certaines choses, tout ça. Et donc, j'ai atterri à Montréal où j'ai intégré une maîtrise en finance appliquée. Et au début, c'était très, très, très difficile. Encore une erreur, je dirais une erreur de débutant, c'est qu'on ne se renseigne pas beaucoup. Je ne me suis pas beaucoup renseigné. Je me suis dit, bon, ok, je fais de la finance. Oh, j'ai atterri comme ça. Et donc, si j'ai un conseil déjà commencé, que je peux déjà donner maintenant, c'est le renseignement. Il faut avoir toujours le maximum d'informations avant de se lancer dans quelque chose. Parce qu'à la fin, on se retrouve souvent coincé ou souvent on se dit, ah, mais je n'avais pas telle information alors que tout est disponible. On ne cherche juste pas assez. Tout est en ligne. On peut poser des questions aux gens et puis voilà. Tout à fait. Très intéressant ce que tu nous expliques là. Alors, je voudrais revenir un peu sur quelques détails qui m'ont particulièrement intéressé. C'est notamment quand tu dis que pour le master que tu as eu à faire au Sénégal bien avant de partir à Montréal, c'est un master où il s'agissait en fait de suivre des cours à 70% en anglais et 30% en français. Alors, pour la plupart de nous en tant qu'étudiants en Afrique, notamment francophones, comme tu l'as dit, c'est des lacunes qu'on a très souvent dans ce domaine-là, notamment en anglais. Alors, comment ça a été pour toi l'adaptation et est-ce que tu avais particulièrement une façon de faire qui t'a permis
de mieux faire face à cette situation-là? Et quels conseils voudrais-tu donner en fait à ceux qui sont toujours sur les bancs, notamment dans ce domaine de l'anglais-là, qui, on le sait tous, c'est quelque chose de très capital à ce jour si on veut vraiment réussir à l'international? Alors, bon, juste une petite précision, c'est une licence, hein, c'est un bachelor, c'est une licence que j'ai fait au Sénégal. Pour l'anglais, quand je suis arrivé, honnêtement, quand j'étais au lycée, pour moi, je me disais, ben, moi, je veux faire une série D, c'est une série scientifique. Moi, qu'est-ce que je veux faire avec l'anglais? C'est souvent ce que beaucoup de personnes se disent quand ils sont au lycée. Moi, je ne suis pas, oh, l'anglais, c'est pour ceux qui font la A, ce sont les littéraires. Mais après, ça nous rattrape toujours. Donc, moi, j'ai été rattrapé par ça quand je suis arrivé à Dakar, 70% en anglais. Bon, je n'avais pas, je dis, je n'avais pas de choix parce qu'il y avait souvent des travaux où tu devais peut-être lire des articles et qui sont en anglais et je n'avais pas d'autre choix que de prendre un dictionnaire, de m'asseoir avec un dictionnaire et puis je lis, je cherche le mot et honnêtement sur un texte d'une phrase, je pouvais passer des heures et des heures à le comprendre parce qu'à chaque mot, il faut que tu ailles chercher la signification. À chaque mot, je vais chercher la signification. Et à la fin, naturellement, on a utilisé Google Translate, mais ça ne m'a pas beaucoup aidé. Google Translate, je déconseille ça vraiment aux gens qui débutent parce que Google Translate, ça fait un peu du mot à mot et souvent, ça ne te donne pas la bonne signification en fait de la phrase. Et pour quelqu'un qui comprend l'anglais, quand tu lui envoies un texte avec un Google Translate, il sait que tu as fait du Google Translate. Et ça, souvent, ça décourage les gens. Donc, le truc, c'est vraiment, moi, comment j'ai procédé, c'est que quand mes professeurs parlaient en classe, un petit bloc-notes où quand ils parlaient, quand il y avait un mot que je ne connaissais pas, je l'écrivais. Quand je ne connaissais pas, j'écrivais le mot, j'allais chercher la signification après. Mais je cherchais la signification en anglais. Je ne cherchais pas un dictionnaire. Bon, j'avais un dictionnaire français-anglais, mais je cherchais aussi un dictionnaire anglais-anglais. Parce qu'il y a certaines expressions qu'on a en anglais dont la signification va varier selon le contexte. Et donc souvent, si on fige ce mot-là comme ah, c'est ça la signification et qu'on le met dans un autre contexte, on va mal le comprendre. Donc moi, je prenais des notes, j'écrivais des mots, je relisais des textes, j'ai commencé à regarder des films en anglais. Au départ, c'est ce qu'on conseille à beaucoup de gens, regarder des films en anglais. Mais moi, j'ai commencé à le regarder avec des sous-titres. Mais regarder des films avec des sous-titres, ça ne sert pas parce qu'on passe notre temps à lire les sous-titres en français. Et là, ça ne nous aide pas beaucoup. Donc, c'est vraiment d'avoir peut-être en ligne, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut apprendre. Donc, c'est de faire des petites formations en ligne, apprendre surtout le vocabulaire, la grammaire, avoir des mots. Parce que parler en anglais, c'est utiliser des mots. Donc, avoir quand même un petit vocabulaire et quand tu couples ça avec la grammaire, ça te permet de pouvoir construire des phrases assez correctes. Et puis, il ne faut pas se presser. Il faut pas avoir honte de parler parce qu'il y a certaines personnes, nous notamment dans le milieu francophone, on a tous vécu ça quand on était à l'école. Quand on a un camarade qui fait une faute en français ou bien quand nous faisons une faute en français, les autres se mettent à se moquer de la personne. Alors que les anglophones, c'est complètement différent. L'anglophone, lui, c'est quelqu'un, dès que il a compris ce que tu veux dire, il est OK avec. Il ne va pas venir te dire, ah non, mais tu as mal dit ça, ou bien il va se moquer de toi. Je n'ai jamais vu un anglophone se moquer de quelqu'un pour une histoire de faute en français. Pour eux, il n'y a pas de faute. Et il faut avoir aussi l'envie. Parce que quand on a, peut-être souvent quand on n'a pas la pression aussi de l'apprendre, on ne met pas les bouchées doubles en fait pour améliorer son anglais. Donc moi, je n'avais pas le choix. Et donc, j'ai tranquillement fait ça comme ça, petit à petit. J'ai commencé avec ça, j'ai approché des gens avec des textes que je ne comprenais pas. Je leur ai demandé, ah, est-ce que tu peux m'expliquer le texte et tout. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai commencé à échanger avec des gens en anglais de plus en plus. Donc, première année, c'était très difficile. Mais quand même, mes cours en anglais, ça allait. À ma deuxième année, je m'améliorais petit à petit. En troisième année, c'était encore mieux. Même mon mémoire bon, je dis, c'est pas un mémoire, bon, un mini-mémoire de fin de cycle de licence, je l'ai écrit intégralement en anglais.
Bon, je dirais que ça a été très compliqué pour moi, mais c'était pas un anglais de pointe, mais j'ai pu quand même me faire comprendre et puis avoir quand même décroché une mention bien avec ça. Oui, et c'est vrai que quand j'étais dans mon programme, en plus de l'anglais que je devais améliorer, vu que c'était un programme orienté international, j'avais des cours de chinois qui m'étaient imposés et j'avais des cours d'espagnol que j'avais au choix. Donc, faire toutes ces langues-là, ça mélange souvent ça se mélange un peu dans la tête, mais ça s'est bien passé. Et moi, je finissais ma troisième année, je me suis dit, bon, je suis bien, hein. Mon anglais est correct là. Et j'arrive à Montréal et je me rends compte que je n'avais pas grand-chose là. Je me rends compte que mon anglais, c'était pas vraiment ça. Et j'ai dû apprendre beaucoup encore ici, notamment le parler. J'ai beaucoup amélioré mon anglais parlé à Montréal. Ouais. Donc, si j'ai un conseil à donner à des gens, c'est vraiment dès maintenant de commencer à s'intéresser à l'anglais parce que c'est une langue qui est indispensable aujourd'hui, même pour quelqu'un qui veut, je prends l'exemple du Burkina, quelqu'un qui veut rester au Burkina Faso, il faut que la personne comprenne que il y a beaucoup de gens qui viennent aujourd'hui. Prenons le cas des sociétés minières, il y a beaucoup d'Australiens, il y a beaucoup d'Anglais, des Canadiens anglophones au Burkina. Et si tu as l'anglais dans ta poche, tu peux facilement te différencier. Il ne faut pas hésiter à prendre des cours en ligne, il ne faut pas hésiter à se chez des amis anglophones, il ne faut pas hésiter quand on a la possibilité. Ça demande des moyens, mais de peut-être aller faire un tour au Ghana, même si c'est en vacances, c'est sûr, ça dépend de l'argent, mais ce sont des petites choses comme ça qu'il faut faire. Il y a tellement de ressources en ligne pour améliorer son anglais. Et c'est aujourd'hui l'anglais. Aujourd'hui, on considère que tout le monde est bilingue. C'est un impératif, en fait, pour pouvoir déployer ses ailes à l'étranger. Voilà. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et à titre d'exemple, je pense que aujourd'hui, à mon constat, l'anglais, c'est vraiment quelque chose de très capital. Je dis ça pourquoi? Parce que quand tu prends un domaine comme l'Internet, quand tu vas sur Internet, l'ensemble des informations que tu vas trouver, si tu fais de la statistique, tu verras que la portion en français que tu vas trouver, elle est minimale par rapport à ce que tu vas trouver en anglais. Et très souvent, tout ce que tu vas trouver en français, ça a été des versions en anglais qui ont été réadaptées en français. Donc, grosso modo, pour dire que si tu ne connais pas l'anglais, c'est comme si tu faisais abstraction d'un grand contenu d'informations que tu as à ta disposition et qui, à cause de la langue, te fait perdre facilement. C'est un peu pareil également pour le chinois. Aujourd'hui, le chinois sur Internet, il y en a beaucoup d'informations aussi que l'on peut avoir, mais dû au fait que nous, on ne comprend pas la langue, c'est des informations qui ne sont pas accessibles à nous autres. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de très primordial pour nous de nos jours, en tout cas, qu'il faut essayer. Même si tu ne comprends pas l'anglais jusqu'à un certain niveau, au moins les b.a.-ba pour pouvoir lire les documents, pour pouvoir échanger ne serait-ce que quelques mots, c'est très capital. Et pour continuer, je voudrais un peu revenir sur ton parcours, notamment à partir du moment où tu as fini ta formation ici à Dakar et tu t'apprêtais à partir à Montréal. Bon, je reviens sur ça parce il y a beaucoup de nos étudiants ici qui sont intéressés à aller étudier à l'étranger, notamment en Europe, en France, en Belgique et également vers les États-Unis, vers le Canada. Et c'est un procédé qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours explicite pour tous. Comment est-ce que on parvient à arriver dans les universités canadiennes? Quelle est la procédure à suivre? Et est-ce que de nos jours, c'est quelque chose que tu recommandes à ceux qui sont intéressés? Et quelles sont les difficultés auxquelles ils peuvent s'y attendre et comment ils peuvent solutionner ça? D'accord. Juste un petit mot, un dernier mot, pardon, un dernier mot par rapport à l'anglais. Bon, je prends un exemple. J'ai une amie qui est aux États-Unis qui était rentrée à Abidjan en vacances l'année dernière et elle était rentrée pour quelques mois.
et elle est tombée sur une opportunité. Il y a une compagnie qui est dans le domaine de l'automobile, qui sont implantés à Abidjan, et ils ont un manager qui était venu. Bon, c'est le manager qui devait travailler à Abidjan. Le monsieur est arrivé, il ne parlait aucun mot de français, et il lui fallait un assistant ou une assistante. Et c'est ainsi qu'elle a postulé, et puis elle a imposé son salaire. Elle a dit, bon, écoutez, si vous voulez m'embaucher, je suis prêt à travailler avec vous, mais c'est temps. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient anglais, en fait. Ou bien l'anglais, bon, c'était limite, quoi. Donc, ainsi, elle a pu être l'assistante de ce monsieur, elle a eu le poste, et puis voilà, et celle qui participe aux réunions, elle était un peu comme interprète, on va dire. Mais ça payait très bien. Alors, maintenant, pour continuer par rapport aux études. Alors, un premier conseil, très souvent, on nous a tous, vous savez, les résultats scolaires, on nous dit toujours, ah, ben, ayez de bons résultats, ayez de bons résultats. C'est très important parce que si tu n'as pas de bons résultats, les bonnes universités ne t'ouvriront pas leurs portes. Ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, il est primordial déjà, s'il y a des gens qui vont écouter, ceux qui veulent aller faire des études à l'étranger, améliorer vos résultats scolaires parce que c'est ce qui va vraiment, parce que celui qui va analyser votre dossier il ne vous connaît pas. Mais votre résultat, en fait, c'est un peu comme votre relevé de notes en tant qu'étudiant si vous n'avez pas d'expérience. C'est un peu ce qui va donner une image de vous à cette personne. Mais si quelqu'un reçoit votre relevé de notes et qu'il voit que vous n'avez même pas le minimum requis, c'est un peu compliqué. La plupart des universités ici demandent une moyenne minimale de 12 sur 20. Donc, ce qui équivaut à une certaine notation, en fait, ici. Et j'encourage fortement ceux qui ont la possibilité de pouvoir aller faire des études à l'étranger. J'encourage fortement parce que c'est une autre façon de former qu'on voit. C'est un autre, et souvent quand on regarde plus profondément, on se dit, waouh, mais il y a beaucoup de choses qu'on doit faire chez nous, il y a certaines choses qu'on doit améliorer chez nous, parce que on se rend compte qu'ici, on met beaucoup l'accent sur la compréhension de la chose. Et ça, quand tu ne le sais pas, tu te formes juste, oh, bah, écoute, c'est juste pour passer les cours, hein, moi je veux juste valider mes cours et puis avancer. Mais à la fin, quand on te mettra sur le plancher, en fait, il faut que tu puisses faire quelque chose. Et c'est vraiment la compréhension qui va qui va prendre le dessus. Donc, je dirais aux gens, c'est une bonne idée. Si on a cette chance-là de pouvoir aller se faire former à l'étranger, c'est vraiment bien. Il y a un autre problème qu'on a, c'est que je pense que moi-même, je me suis rendu compte que je ne cherchais pas assez. C'est on ne cherche pas beaucoup d'informations. On ne va pas à l'information et souvent, on a une personne qui est peut-être à l'étranger et puis on lui dit, ah tiens, est-ce que tu peux regarder ci, est-ce que tu peux regarder ça? Ça va, ça va tellement vite ici que souvent, vous allez voir que certaines personnes n'ont peut-être pas le temps. Si je prends un exemple, toi, Faisal, tu me dis, ah Jean-Pierre, écoute, moi je veux faire un programme à Montréal et est-ce que tu peux me donner de l'information? Bon, quelque part, je vais dire, toi, tu es dans quel domaine? Ah, je suis dans le domaine de l'informatique. Bon, je ne m'y connais pas beaucoup, mais je connais des gens qui ont fait ça. Mais en tout cas, je te suggère, regarde telle université, www.hec.ca ou bien .ulaval.ca. Je dis, va sur le site, regarde un peu, va dans programme, regarde les programmes, lis un peu sur chaque programme, lis les détails, regarde la liste des cours, et c'est quelque chose qui, toi, t'intéresse. Bon, toi, je dirais, bon, toi, c'est quelqu'un, tu es un professionnel, tu vas aller fouiller un peu, mais c'est de regarder l'information en ligne, parce que tout est disponible sur Internet. Et aujourd'hui, on va dire que, bon, dans nos pays, c'est vrai qu'on n'a pas une connexion très puissante, là, mais encore, on a la possibilité d'aller regarder un peu. Donc, c'est vraiment d'aller se renseigner, d'aller chercher de l'information. Et maintenant, si on a la chance de connaître quelqu'un qui est dans un pays
même si la personne disons, quelqu'un qui veut étudier aux États-Unis. Moi, je connais des gens qui ont étudié aux États-Unis. J'ai entendu des anecdotes des gens qui ont étudié aux États-Unis. Donc, je pourrais éventuellement donner des conseils ou bien je pourrais rediriger la personne vers quelqu'un qui est là-bas. Donc, le truc, c'est qu'il y a une contrainte aussi, c'est vraiment la contrainte budgétaire. Parce que c'est vrai que les études, en tant qu'étudiant étranger ici, ça coûte quand même cher. Ça coûte quand même cher. Et c'est vrai qu'il faut avoir cette préparation-là. Il faut avoir, c'est comme recommencer tout à zéro, arriver dans un pays comme ça parce que c'est une autre devise, c'est un autre climat, c'est une autre culture, c'est une autre langue. Ben, ici c'est le français, mais on entend le français québécois. Nous au début, moi j'étais en classe, mais je ne comprenais rien de ce que mes professeurs me disaient parce que le français, c'est pas le français qu'on a l'habitude d'entendre. Et voilà. Donc, j'encourage vraiment ceux qui ont la possibilité d'aller à l'étranger, de faire des études, même ceux qui ne peuvent pas même aller en Europe, en Amérique, faire des études. Pour celui qui est tout simplement, disons, quelqu'un par exemple, tu es togolais ou bien tu es burkinabé, tu es né au Burkina, tu as grandi au Burkina, tu as fait des études au Burkina, tu as commencé peut-être à travailler au Burkina. J'encourage cette personne-là à peut-être chercher, même si c'est un stage ou un petit voyage quelque part. Ça demande toujours des moyens financiers. La connaissance, elle coûte quelque chose. Donc, c'est de partir dans un pays à côté, d'aller au Sénégal, d'aller au Ghana, d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller regarder ce qui se passe, d'aller faire peut-être un stage là-bas. Et ça ne coûte rien de postuler dans ces pays-là. C'est juste envoyer un CV en ligne. Donc, tout est disponible en ligne. D'envoyer un CV, de réseauter, surtout LinkedIn aujourd'hui, de réseauter, d'avoir des contacts, et puis de sortir de son pays. Parce que quand le Burkinabé, il va à Abidjan, il regarde un peu comment ça se passe là-bas, il regarde toute l'infrastructure, tout ce qui est mis en place. Il fait 2 semaines, quand il revient à Ouagadougou, il va au travail, il aura une façon un peu différente de penser. On verra qu'il y a certaines personnes qui vont souvent en formation, des professionnels. Le monsieur, il va en formation, disons, à Dakar, pour 2 semaines, il revient à Ouaga, mais il aura une autre façon de voir les choses. Il revient avec un peu plus d'énergie. Il y a toujours un plus d'aller apprendre de l'autre et de rapatrier ça chez nous. Et donc, j'encourage fortement ceux qui peuvent le faire de sortir un peu du pays, apprendre, quitte à retourner au pays. C'est une très, 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 très bonne, c'est une valeur ajoutée en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces conseils. Je suis vraiment d'accord avec toi quand tu dis que même si tu fais tout au Burkina, même si tu n'as pas pour ambition de sortir pour aller rester dans un autre pays, il serait quand même intéressant de planifier ne serait-ce que des congés, ne serait-ce que des vacances, ou bien même un stage, comme tu l'as dit, à l'étranger, peut-être juste à côté, pas loin. Et comme ça te permet de voir d'autres environnements, de voir d'autres cultures que tu pourrais utiliser chez toi et mieux améliorer les choses. C'est vraiment très important. Et pour continuer, toujours dans nos questions, je m'en vais te demander comment a été tes premiers pas à Montréal. À titre d'exemple, quand je suis arrivé à Montréal, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a le climat qui sonne vraiment. Tu arrives dans un nouveau pays, tu viens du Burkina où il fait souvent les 40 degrés, tu arrives dans un pays où maintenant il va faire moins 10 degrés, moins 15 degrés. Tu te retrouves complètement perdu. Et en plus de cela, à l'école, il y a les cours, il y a des travaux à délivrer. Tu es en fait attaqué de tous les côtés, de tous les sens. Et tu as vraiment des difficultés pour t'en sortir. En plus du fait que tu ne maîtrises pas le pays, tu ne sais pas où trouver peut-être même les habits pour mieux te protéger. Donc, il y a pas mal d'aspects qui sont assez difficilement gérables quand on est nouveau. À tes premiers pas à Montréal, comment est-ce que cela s'est passé et qu'est-ce que tu as comme conseil dans ce sens aussi pour ceux qui veulent tenter cette aventure-là? Alors, oui, moi je suis arrivé à Montréal un mois de septembre 2012.
Je suis arrivé à Montréal et d'abord, quand je suis arrivé, le climat, il faisait froid. Pour moi, en tout cas, il faisait froid. On n'était pas encore dans les températures négatives, mais j'avais très, très, très froid. Je me disais, mais c'est quoi ça? Et l'accent, comme je t'ai dit, c'est comme si tu reprenais tout à zéro. L'accent, il faut arriver à comprendre l'accent des gens avec qui tu parles, ton interlocuteur. Deuxièmement, il y a la monnaie. Tu quittes du CFA au dollar. Euh, bon, tu vas utiliser du dollar. Il faut que On a toujours cette façon-là de se dire, ah, tu vas acheter quelque chose. Ok, bon, ça coûte 20 dollars. 20 dollars, c'est à peu près 10 000 francs. Ah non, c'est trop cher. Ça, c'est des trucs qu'on fait, mais après, ça nous rattrape toujours parce qu'on finira par ne rien acheter. Donc, il faut s'adapter à toutes ces choses-là, éviter même les histoires de conversion. Mais c'est impératif. Même si quelqu'un arrive tout de suite, je lui dis, eh, écoute, arrête de convertir, il va toujours convertir. C'est tout à fait normal. Le climat, bon, il faisait pas très froid quand je suis arrivé. Euh, mais mon intégration à Montréal a été un peu, bon, je dirais pas très compliqué, mais c'était vraiment pas facile parce que je suis arrivé en 2 semaines, 2 semaines à 10 jours avant le début de mes cours. Donc, j'ai été accueilli par une cousine qui m'a accueilli. Donc, j'ai habité chez elle pendant 1 semaine. Et très rapidement après, j'ai trouvé un logement. Donc, je suis parti. Et donc, j'étais tout seul chez moi. Il fallait se gérer. Bon, j'avais déjà eu l'expérience à Dakar. Donc, ça n'a pas été très compliqué de ce côté. Mais au niveau de l'intégration, il faut que tu puisses te déplacer. Ça, c'était pas chose facile. Tu te perds par moment. Tu dois prendre le métro, tu dois prendre le bus. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas peut-être forcément cette culture-là chez nous. Donc, tu te perds par moment. Ou je dirais que mon intégration a été un peu compliquée, c'est quand j'ai commencé les cours. Quand j'ai commencé les cours, euh, pardon, j'avais un cours de comptabilité. Je suis assis dans la classe, mais tout ce que la dame disait, je ne comprenais absolument rien. Pour moi, c'est comme si elle, c'est une limite si elle parlait, parce que c'était quelque chose, c'était pas je ne comprenais pas. Son accent était très fort. Mais avec le temps, tu dois tirer toujours l'oreille, faut faire beaucoup attention, prêter attention à ce que les gens disent, tu écoutes bien. Et puis voilà. Mais au niveau des cours, ça c'était violent. C'était très violent parce que j'arrive dans un programme où moi qui avais fait un programme très général, je n'avais jamais fait de mathématiques avancées, tout ça. J'arrive dans une maîtrise en finance et là ça m'a vraiment sonné. Tu passes des nuits blanches, tu passes des nuits blanches à étudier, étudier, étudier jusqu'à 5 heures du matin. Tu dois dormir peut-être 1 heure de temps dans ton canapé, tu te lèves le matin, pouf, 9h30, tu dois être en classe. C'était une nouvelle vie. Et avec le temps, on s'habitue, on s'adapte. Et la rapidité avec laquelle les choses vont, c'est très, très, très violent. Une des principales différences quelque chose que j'ai vu ici, c'est que dans le cadre académique, on fait beaucoup de lectures d'articles. Beaucoup de lectures d'articles, les articles scientifiques. Donc, article scientifique, c'est vraiment un article qui a été écrit par des gens qui ont vraiment fait une revue de littérature, qui ont lu plein, plein, plein d'articles encore ou des livres, qui ont pu vraiment soutenir ce qu'ils ont apporté. Et donc, ça a été validé par des organismes accrédités qui ont cette autorité-là. Et ça, c'est quelque chose auquel on va être tous confrontés, la lecture d'articles. On va lire, on va lire, on va lire. Alors que chez nous, une fois, j'ai un ami qui a étudié ici à Montréal, qui est rentré, dès qu'il a fini, il est rentré au Burkina. Et il disait, c'était juste pour blaguer, il disait que il est plus difficile dans nos pays africains, dans certaines écoles, il est plus difficile d'avoir le bac qu'un master 2. Parce qu'il y a des gens qui finissent un master et qui n'ont jamais lu d'article scientifique, alors que c'est quelque chose qu'on va toujours me demander ici. Donc, moi, j'arrive, je devais lire des articles et tout. C'était assez violent. Mais avec le temps, ma première année, c'était plutôt bien. C'est sûr que tu as peur d'approcher les gens. Les gens t'approchent,
tu es un peu réservé parce que tu as peur de l'autre. Mais il ne faut pas aussi trop se laisser aller parce je connais beaucoup de gens qui sont arrivés ici, qui sont dans des milieux, qui ont une certaine fréquentation et après qui n'ont pas pu atteindre leur objectif qu'ils étaient venus chercher ici. Donc, c'est d'abord d'être conscient de ce qu'on veut faire, pourquoi est-ce qu'on arrive ici. Et quand on arrive maintenant, c'est vraiment de s'atteler à rester focus sur ce qu'on est venu faire. Et voilà. Donc, l'intégration n'est pas très compliquée quand on a des personnes qui nous accompagnent dans ce sens-là. C'est beaucoup plus facile. Moi, j'avais la chance d'avoir un cousin qui m'a accompagné pour acheter tout ce que j'avais besoin pour me protéger en hiver. Et donc, c'était plutôt bien. Les premières, à partir du mois de fin novembre, décembre, il commence à neiger. Là, les températures commencent à descendre. Janvier, les températures, on a les -15, -20. Février, tu as souvent -30, limite souvent -40. Donc, honnêtement, les gens qui ont peur de ça, mais je dirais que c'est pas un truc. Nous, on est là, ça nous a pas tués. Faut juste bien s'habiller. Il faut juste avoir des personnes qui vont te dire, ah tiens, habille-toi comme ça, habille-toi chaud. Tu t'habilles bien chaud et puis bon, tu peux marcher à l'extérieur, ça va pas, ça ne tue pas. En tout cas, je n'ai pas encore appris que quelqu'un a eu des soucis par rapport à le froid, à geler quelqu'un dehors, à moins que ce soit un sans-abri qui est peut-être resté des heures dans le froid et puis qui n'était pas bien protégé. Par contre, la chaleur ici, ça tue. Là, c'est un peu paradoxal parce que chez nous, en Afrique, on a souvent des températures de 30-40 degrés, mais ça ne nous dit rien. Bon, c'est vrai que ça nous choque là, mais ça ne nous tue pas. Mais ici, quand les températures montent à 30 degrés, déjà, il y a des gens qui meurent. Je me rappelle l'été dernier, les températures étaient à 30 et quelques. Il y a eu quoi? Il y a eu 40 000 visites de sapeurs-pompiers dans des ménages. En une semaine, il y a eu 54 morts. En général, les personnes du troisième âge. Donc, c'est vraiment les deux côtés. Même la chaleur, nous, on la supporte difficilement. Mais l'intégration est plutôt bien. Les gens sont très sympas ici. Et puis, voilà. Donc, je ne sais pas si les choses à élaborer plus dans ce que j'ai dit. Tout à fait. Tu viens juste d'aborder un sujet très intéressant, notamment la communauté. Quand je suis arrivé là-bas en 2015, c'était presque en fin d'année, décembre, novembre-décembre, et il avait commencé déjà à neiger. Et je ne m'étais pas préparé déjà en conséquence. Mais très vite, quand je suis arrivé, j'ai contacté la communauté. Il y a pas mal de personnes qui ont essayé de m'expliquer tout ce qu'il fallait faire. Toi-même, tu es rentré en contact avec moi, tu es passé chez moi, essayer de m'expliquer tout ce qu'il y avait à connaître, m'accompagner aussi pour trouver de quoi m'habiller, tout ça. En tout cas, j'ai trouvé que la communauté des Burkinabés à Montréal, elle était vraiment très remarquable, elle était vraiment euh, un exemple de cohésion sociale, en tout cas pour moi, qu'il fallait essayer de répliquer un peu partout. Je ne sais pas si ailleurs il y en a, mais en tout cas celui de la communauté de Montréal m'a particulièrement touché. Et je pense, en son temps, tu étais membre de la communauté. Tu peux un peu nous expliquer en quoi ça consiste, comment est-ce que cela est organisé là-bas? Oui, effectivement, quand tu es arrivé, quand on s'est contacté, j'étais dans le bureau. Donc, ça s'appelle la BGM. C'est l'Association des Burkinabés du Grand Montréal. Il y en a un peu partout dans chaque ville. Il y a une association de Burkinabés. Il y a des associations dans chaque ville. Je pense c'est des associations de Burkinabés. Et dans les universités, il y a des associations d'Africains. Donc, la communauté africaine de l'université Laval, la communauté africaine de l'UQAM, de HEC, voilà. Donc, oui, je dirais l'association ici, quand je suis arrivé, moi je suis arrivé en 2012, ouais, c'est en 2015 que j'étais dans le bureau. Moi, j'étais l'adjoint au chargé à l'intégration. Donc, c'est vraiment tout ce qui arrive, comment ce qu'ils doivent faire en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, les priorités, tout ça. Et la session fonctionne très bien, fonctionne très bien. Il y a des activités qui sont organisées à chaque fois.
tous les 31 décembre, par exemple, il y a une soirée qui est organisée pour voilà, fêter ensemble. Donc, ils louent un espace et puis bon, il y a de la nourriture, il y a des DJ, on mange après avoir mangé, bon, place, il faut libérer un peu les calories. Donc, C'est bien ça. on danse un Moi, peu c'est et assez intéressant. ouais. Donc, on danse un peu et puis voilà. Généralement, quand il fait beau, actuellement, il commence à faire beau, il pleut un peu, mais d'ici un mois, il va de pleuvoir éventuellement. Le temps, il va commencer à faire un peu chaud. Et généralement, on fait des barbecues. On fait des barbecues peut-être hors de Montréal ou bien quelque part dans un parc. Et puis bon, on se retrouve et puis voilà. On mange ensemble, on rigole, on rencontre certaines personnes. Il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre il y a des Burkinabés, ça fait peut-être 20, 25, 30 ans qu'ils vivent ici. Et il y en a qui sont, la plupart sont des familles, il y en a qui sont mariés. Donc on rencontre des gens, on discute, on échange. Et puis dans ça, on peut trouver souvent certaines personnes qui peuvent nous ouvrir des opportunités ou bien éventuellement, ça peut donner naissance à une certaine collaboration, discuter avec les gens. C'est vraiment un lieu de partage et d'échange, en fait. Donc, c'est un peu ça. Moi, quand je suis dans l'association, comme je dis, je cherche à l'intégration. Donc, toute personne qui arrive, on nous mettait en contact avec la personne. Mais si la personne contactait l'association, c'est nous qui allons à la rencontre de la personne, ou bien si la personne venait nous rencontrer, on discutait, la personne nous posait toutes les questions qu'elle avait. Et quand on n'avait pas de réponse à ces personnes, on pouvait toujours les rediriger vers une ressource adéquate. Moi, je dirais même hors de ma mission dans l'association, il y a certaines personnes qui m'ont contacté pour dire que, ah, écoute, Jean-Pierre, moi, je viens à Montréal, je veux faire je sais pas, genre, je veux faire un programme, disons, je veux faire un programme en, en informatique, par exemple. En informatique, je vais lui dire, bon, écoute, moi, je ne m'y connais pas vraiment, mais je connais des gens qui étudient dans le domaine. Parce que, comme je dis encore, l'information, elle est capitale. Donc, je peux toujours mettre la personne en contact avec un ami ou bien une connaissance qui a fait ce que la personne a fait. En général, même ici, on arrive à trouver facilement des gens qui ont étudié dans une université, qui ont fait le même programme. Et la personne peut te conseiller, ah, écoute, le système de cours, tu dois prendre tel cours avant tel cours. Parce que souvent, les cours, en fait, c'est des chaînes, en fait. Et les cours que quand tu le prends, ça te permet d'avoir la base, qui te permet d'avoir accès à un prochain cours pour mieux comprendre, mieux aborder le cours. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour ces personnes-là qu'elles cherchent à comprendre. Même pour le logement, quelqu'un qui va habiter quelque part, il dit, ah, mais écoute, bon, telle zone, je ne sais pas trop, mais j'aurais appris que c'est pas très sécure. Donc, je suggère d'habiter par ici. Ah, dans telle zone, c'est pas trop cher. Ou bien, en fait, on peut donner vraiment des conseils à cette personne-là euh, pour que la personne puisse vraiment s'intégrer tranquillement et bien. Parce que quand l'intégration est ratée, souvent, il y a des gens qui dépriment. Il y a des gens qui dépriment, qui se demandent, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce que ici? Qu'est-ce que ça? Donc, l'association, quand même, travaille à pouvoir accompagner les gens dans ce sens, à fédérer vraiment tout ce qu'il y a comme, tout dire, les Burkinabés de la région. Et c'est un peu ça, c'est un peu ça. Parfait. Merci beaucoup pour tous ces détails-là. Alors, on va continuer toujours dans les questions, mais en revenant un peu plus sur ton parcours, notamment quel a été tes premiers boulots à Montréal? Est-ce que tu as attendu de finir tes études ou bien quand tu es arrivé en même temps avec les études, tu as enchaîné certains boulots? Comment ça s'est passé? Quelles étaient les difficultés que tu as rencontrées? Et quelles solutions tu proposes à ceux qui sont dans cette situation? Alors, quand je suis arrivé, d'abord, quand on arrive en tant qu'étudiant à l'aéroport, on aurait notre permis d'études. Et ils expliquent en fait les droits et les limites. Donc, moi, j'avais le droit de travailler 20 heures par semaine parce que, pour ceux qui ne savent pas, ici, les gens sont rémunérés à l'heure. Donc, tu as travaillé 20 heures par semaine. Et moi, au début, mes cours, c'était tellement intense, c'était tout nouveau pour moi, c'était très difficile.
Euh, je n'ai pas travaillé dès le début, mais encore l'information. C'est vrai, ce mot-là, je vais le ressortir beaucoup, l'information. Je n'avais pas l'information que je pouvais travailler. Bon, on me dit que je pouvais travailler sur le campus à l'université, mais je ne savais pas comment. Alors que dans chaque université, il y a le service à la vie étudiante qui peut toujours nous accompagner dans ce sens-là. Mais il y a aussi souvent ce qu'ils appellent la banque d'emploi en ligne. La banque d'emploi où chaque université, tu peux travailler. Mais moi, je ne savais pas. Moi, c'est vraiment vers la fin de mes études que j'ai compris que je pouvais travailler. Mais moi, j'ai fait des surveillances d'examen. Donc, il y avait cette possibilité-là. Moi, j'étudiais à l'UQAM, en passant, je n'avais pas précisé, à l'Université du Québec à Montréal. Il y a cette possibilité de pouvoir travailler sur le campus. Donc, moi, j'ai fait des surveillances d'examen. Donc, j'ai une amie qui faisait ça. Et comme quoi, les relations, c'est important aussi, hein, parce que souvent, les gens disent, euh, les gens disent chez nous que ah, c'est qui tu connais. Ici aussi, c'est vraiment qui tu connais. C'est un phénomène, c'est un phénomène mondial. C'est qui tu connais. Donc, au lieu d'aller postuler en ligne, ma camarade m'a mis directement chez les dames qui faisaient les surveillances d'examen. Et puis, elles m'ont dit, ah tiens, mais tu es libre, ok, il n'y a pas de problème. Tu lis tel jour, tel jour. On m'a proposé des dates, j'ai dit oui. On m'a fait signer un contrat. Je suis allé chercher les documents qu'il fallait, j'ai envoyé. On m'a fait mon contrat, je l'ai signé. Et puis, je suis allé faire mes surveillances d'examen. Je venais, qu'est-ce que je devais faire? J'allais avant l'heure de l'examen, peut-être 30 minutes avant l'heure de l'examen. J'allais dans les bureaux de la personne, je vais chercher, parce qu'ici, les examens sont dans des cahiers que l'université vous donne. Donc, j'allais chercher des cahiers, j'allais chercher les feuilles d'examen ou le sujet, tout ça, j'amène dans la salle, les étudiants rentrent. Quand, peut-être 5 minutes avant, je distribue les cahiers, je distribue les copies, les sujets, et puis je marquais l'heure au tableau. Voilà, vous avez 3 heures pour votre examen. Après, je précise, ah, je changeais l'heure au tableau. Tu changes l'heure, tu dis, ah, 2h30, 2h, 1h, voilà. Donc, tu es là juste pour veiller à ce que tout se passe, le bon déroulement de l'examen, en fait. Et ça, c'est vraiment très simple. Et par la suite, je me suis rendu compte que je pouvais même, vu que j'étais au second cycle, j'ai postulé pour pouvoir faire des corrections de copies des étudiants de premier cycle en finance. Donc, j'ai eu la chance de corriger certaines copies de premier cycle. Mais honnêtement, ça paye assez bien. Pour un étudiant, ça paye assez bien. Souvent, il y a des étudiants de maîtrise ou ceux généralement du doctorat qui peuvent même être ce qu'on appelle des chargés de cours. Donc, c'est-à-dire, ils donnent des cours. C'est-à-dire, il y a un professeur qui ne peut pas, ben, s'il y a un cours qui est très en demande, ben, il peut être celui qui va dispenser le cours. Ou bien, mais très souvent, ceux de maîtrise, eux, ils font plus les tutorats. Donc, tout ce qui est travaux, les travaux dirigés, ou bien le tutorat, c'est un truc, par exemple, en disant, généralement, j'ai un ami qui l'a fait, lui, il était en sa maîtrise en économie. Il est dans une salle, il est assis, et puis on va dire, bon, ok, sa plage horaire, c'est de 14h à 17h. Donc, entre 14h et 17h, il est assis dans la salle, et puis les étudiants sont au courant, parce qu'il y a quelqu'un à qui ils peuvent aller poser des questions. Donc, quand ceux qui ont des questions, dans cette plage horaire, là, tel jour, ils vont dans tel bureau, puisque les salles sont numérotées et tout, tu vas dans telle salle, tu vas trouver, euh, tu vas trouver la personne, tu lui poses les questions que tu as posées sur les cours, bien sûr, pour un cours bien précis, et puis il te délivre, il te donne des explications. Donc ça, c'était mon tout premier job que j'ai eu ici. À ma, à ma dernière session, donc juste pour préciser, les cours ici, ça fonctionne par session. Donc la session d'automne, donc c'est de septembre à décembre, la session d'hiver de janvier à avril, et la session d'été, elle est souvent condensée. Donc c'est de fin avril à mi-mai. Donc c'est vraiment une session compressée. Et donc c'était ma dernière session. Je pense que c'était en décembre, c'était de septembre à décembre 2014. J'avais un seul cours qui me restait à faire. Donc, cherché un emploi hors du campus. Donc, il y avait un magasin où je suis allé, j'ai postulé. Un ami m'a référé, encore une connaissance. C'est vraiment qui tu connais. Donc, un ami qui m'a référé et j'étais à la caisse. Donc, je travaillais dans un magasin. Moi, je travaillais de 23h à 8h du matin. Donc, entre 23h et 8h du matin, j'étais seul dans le magasin. C'est comme, ils appellent ça des couches-tard. C'est une petite boutique. Bon, c'est une petite alimentation, on va dire, une mini-alimentation.
Et voilà, la sécurité s'est verrouillée. Quand quelqu'un vient, il faut que la personne sonne, que j'ouvre la porte, la personne rentre, et puis voilà. Donc ça, c'était un job que j'ai fait à ma dernière session. Et quand j'ai fini, en 2014, en 2015, j'ai commencé à travailler dans une banque. J'ai commencé à travailler dans une banque au départ dans un centre d'appel. Donc, je répondais au téléphone. Mais la banque, elle est vraiment vaste. Il y a plusieurs départements. Mais moi, j'étais au département pour ceux qui répondaient aux, aux appels pour les comptes bancaires. Donc, je dis, Faisal, tu es client de la banque et puis tu as par exemple une difficulté à te connecter en ligne sur ton compte. Tu as, on va dire, tu as des questions, tu vois il y a quelque chose il y a une incohérence dans ton relevé bancaire. Tu vois qu'il y a des frais qu'on t'a imputés. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. En tout cas, tu as des questions, toutes questions que tu as relatives au compte bancaire. Il y avait un numéro, tu nous appelais, ça tombait dans le département et puis nous, on se chargeait de répondre à tes préoccupations. Donc, ça, je l'ai fait pendant 6 mois. Et puis, après ces 6 mois, en fait, comme je l'ai dit, l'anglais. L'anglais, ça m'a un peu sonné parce que je postulais dans mon domaine, mais je trouvais pas quelque chose. On me disait souvent, ah, mais même le boulot au centre d'appel, en fait, on m'a pas pris comme bilingue, on m'a pris comme unilingue parce qu'ils trouvaient que mon anglais n'était pas assez avancé. Bon, donc, je me suis dit, mais moi, je veux accéder à des fonctions un peu plus, quelque chose de mieux. Donc, je suis allé à Toronto. Je voulais même aller travailler là-bas parce que le monde de la finance même, c'est vraiment à Toronto. Donc, je me suis dit, bon, moi, je déménage à Toronto, je vais pratiquer, je vais perfectionner mon anglais et en même temps, je vais chercher du boulot dans mon domaine. Mais Toronto, je suis arrivé, j'ai fait 3 mois à Toronto. J'ai pu avoir un emploi là-bas encore, un peu comme du centre d'appel, mais c'était pour analyser des dossiers de clients pour des approbations de crédit. J'ai fait ça pendant 3 mois et j'ai dû revenir à Montréal parce que je devais appliquer, j'avais appliqué pour un truc au gouvernement. Donc, on me demandait de vivre vraiment à Montréal, dans la province du Québec. Toronto, c'est une province, c'est la province de l'Ontario, c'est vraiment anglophone. Donc, il fallait que je revienne à Montréal. Donc, c'est ainsi que j'ai fait 3 mois à Toronto. Ça m'a quand même aidé, j'ai un peu pratiqué mon anglais et je suis revenu à Montréal. Donc, je suis revenu à Montréal, je suis resté un moment quand même où ouais, j'ai commencé à gérer un job, tout un peu c'est toujours du centre d'appel. Et j'ai fait la formation, c'est dans une compagnie d'assurance. J'ai fait la formation, j'ai travaillé un peu. Après, honnêtement, je n'aimais pas vraiment ce que je faisais. Donc, j'ai quitté et puis je me suis consacré. Je me suis vraiment sacrifié, je me suis consacré à chercher quelque chose dans mon domaine. Et vu que j'avais fini depuis 2014, on se trouvait en 2016, je n'avais pas encore travaillé dans mon domaine. Je me suis dit, tiens, mais si je vais en entretien, les gens ils vont dire que tu as fini depuis 2017, depuis 2014, ça fait 2 ans que tu n'as pas encore travaillé dans ton domaine. Tu as dû oublier ce que tu as appris à l'université. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de ressources en ligne, il y a des formations, il y a un institut au Canada ici qui s'appelle, c'est un peu une organisation accréditée par le gouvernement qui délivre qui font des examens, qui propose des examens professionnels. Donc, je me suis inscrit pour un des examens là-bas qui est vraiment directement relié à ce que j'ai fait comme étude et j'ai bossé pour l'examen, je l'ai réussi en 2016. En 2017, c'est là que encore la connexion, l'information. J'ai un ami béninois. Je tiens à préciser parce que souvent, les gens se disent, ah non, les gens ne veulent pas se frotter à d'autres nationalités quand ils sont à l'étranger. Ah non, lui, c'est mon frère burkinabé, donc je me rapproche plus de lui. Mais non, lui, c'est un ami béninois qui m'a référé, donc qui a donné mon CV à son directeur. Et c'est ainsi que son directeur m'a appelé. Et c'est là, pour la première fois, que j'ai foulé vraiment le plancher dans une équipe d'analystes. Donc, j'ai travaillé comme analyste, c'était vraiment en finance. J'ai travaillé comme analyste en paramètres de marché. Donc, c'était vraiment tout ce qui est vraiment données, informations financières et tout. J'ai travaillé là-bas pendant un an. J'avais un contrat. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant un an. Et par la suite, j'ai fini mon contrat. Je suis parti. Et
Je suis resté un moment encore à postuler, chercher, passer des entretiens, parce que la recherche d'emploi, ça prend du temps aussi. Donc, j'ai fait des entretiens et dernièrement, j'ai commencé à travailler. Je me suis mis comme défi parce qu'aujourd'hui, l'informatique, c'est capital. C'est un peu comme l'anglais. Aujourd'hui, tu peux avoir les diplômes que tu veux, tout ça. Tu peux travailler. Bon, ça dépend des secteurs aussi. Mais l'informatique, c'est indispensable aujourd'hui. Par exemple, pour nous, dans le domaine de la finance, c'est indispensable. Savoir programmer, c'est pas un truc qu'on va t'imposer, mais toi-même, tu comprendras qu'il faut que tu achètes des compétences dans ce domaine-là. Donc, dernièrement, j'ai commencé à travailler avec une firme comme consultant. Donc, je suis consultant. En ce moment, je travaille comme consultant pour un système d'intégration qu'ils appellent Murex. Donc, je travaille. Donc, j'ai été embauché par une firme de consulting qui m'envoie sur des mandats chez des clients. Et donc, ça, j'ai appris des choses que je n'ai jamais faites de ma vie. On me parle de script, des SQL, tout ça. Bon, c'est des choses que toi, Faisal, tu dois connaître. Tu dois dévorer ça à pleines dents. Effectivement, bon, puisque ça, c'est notre domaine également. Mais ce que tu es en train de nous expliquer, c'est très intéressant dans le sens où je comprends en fait que au niveau où tu es actuellement dans le domaine de la finance, quand tu ajoutes à ton arc, en fait, cette corde d'informaticien là, ça devient un outil vraiment très puissant pour affronter le monde du marché. Tu feras des merveilles, j'allais dire. Et donc, vraiment, je t'encourage dans ce sens. Et moi également, j'avais pour ambition d'essayer de faire ne serait-ce que quelques formations en plus dans la finance pour, parce que, bon, quand tu es très technique aussi dans le domaine professionnel, c'est quelque chose qui, à quelque part, t'handicape un peu. Mais par contre, quand tu as des bagages aussi dans le domaine, notamment de l'économie, du management, ça t'ouvre facilement l'accès à des postes encore plus de responsabilité, de management et de direction. Et donc, vraiment, je vois que l'un dans l'autre, c'est comme tu es en train de venir dans l'informatique et nous aussi, on cherche à aller dans ton domaine, notamment dans l'analyse financière, l'économie et autres. C'est très intéressant. Bon, par contre, il y a une question quand même sur laquelle je voulais qu'on revienne là-dessus. Très intéressant. Bien sûr, avant qu'on attaque la partie financière qui nous intéresse énormément, c'est le monde de l'emploi. Tu nous as expliqué tes pas, notamment à Montréal, comment tout s'est déroulé. Mais on aimerait avoir une compréhension de façon globale de ce monde-là. Comment est-ce que ça se passe là-bas? Par exemple, ici en Afrique, quand on finit nos formations, très souvent, on est amené à faire des stages. Ou bien même, avant de finir, tu es en licence. Bon, avant de continuer le master, tu dois faire un stage, aller soutenir à l'école avant de pouvoir poursuivre tes études. Et ici, il est très compliqué de nos jours, quand tu sors facilement de l'école, de trouver un stage. C'est un parcours de combattant, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'étudiants sur le marché qui cherchent des stages, des emplois, des premiers emplois. Et on voudrait avoir une idée de comment est-ce que cela s'appréhende à Montréal. Est-ce que trouver un stage, trouver un boulot, c'est compliqué? Y a-t-il des astuces particulières pour facilement intégrer ce monde de l'emploi là? Oui, je dirais que le monde de l'emploi, c'est une jungle. C'est comme partout, hein, bon, c'est sûr que les contextes sont différents. Mais honnêtement, je dirais que moi, j'ai fini mes études. Bon, en fait, je dirais qu'il y a la technique de recherche d'emploi et il y a aussi le réseau. C'est encore qui tu connais. C'est encore qui tu connais, c'est qui tu connais parce que mon premier emploi en finance que j'ai eu, j'avais déjà auparavant postulé pour cet emploi, mais j'avais même pas été reçu par les ressources humaines pour un entretien. Donc, je dirais que c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué, il faut avoir un réseau, il faut pas se décourager. Ça, quand tu te décourages, ben, tu n'auras rien. La persévérance, c'est la clé.
connaître des gens, discuter avec des gens, approcher les gens, c'est indispensable en fait. Parce que ici, moi j'ai appris que ils disent souvent un emploi, un CV. Parce que souvent on fait un CV standard que c'est ce seul CV-là qu'on utilise pour postuler partout, postuler partout. Alors que non, un CV, un emploi. Un emploi, quand ils affichent l'emploi, il y a une description du poste. Il faut prendre la description du poste, prendre son CV, regarder et adapter son CV à ce que les gars recherchent spécifiquement. Donc, si tu dois appliquer pour un emploi, pour un seul emploi, tu peux facilement passer 1 heure de temps, au moins 1 heure de temps pour préparer ton CV pour cet emploi. Parce que aujourd'hui, les grandes institutions ici, ils ont des systèmes, tout est en ligne. Ils ont des systèmes, c'est pas pour rien qu'ils demandent souvent d'envoyer le CV en format PDF ou bien en format Word, parce que ils ont des systèmes qui détectent automatiquement des mots-clés qu'ils recherchent. Donc, si tu n'as pas ces mots-clés-là dans ton CV, mots-clés qui sont où? Qui sont dans la description du poste, donc il faut que tu adaptes ton CV pour que ces mots-clés-là ressortent dans ton CV pour avoir la chance que ton CV soit capté par le système qui vont maintenant arriver sous les yeux de la RH. La personne va regarder ton CV et puis dire, ah tiens, j'appelle ce monsieur, tiens, j'appelle cette demoiselle. Tu vois. Donc, il faut adapter son CV et ça, il y a pas mal de personnes qui ne le savent pas. Dernièrement, j'ai une jeune sœur ici que j'aidais. Elle a fini, elle a la recherche d'emploi. Et je lui ai dit, ah, mais il faut que tu réadaptes ton CV. Et il faut savoir aussi que le CV, comment il est fait, par exemple, à Montréal ou au Québec, il y a une différente formule pour les CV à Toronto. Il y a une différente formule pour les CV à New York ou à Paris. Donc, il faut vraiment chercher à voir comment est-ce que les gens font leur CV, adapter son CV à tel type d'emploi avant de pouvoir postuler. Très souvent, moi, mon CV, je l'ai fait plus de 10 fois et jusqu'à présent, je continue de l'améliorer. Donc, ça, c'est l'étape, la première étape, avoir un CV, un bon CV, comme ils appellent ça ici, un bon CV. Deuxièmement, bon, il faut connaître les gens parce que quand tu connais les gens, ils peuvent te dire, ah, mais tiens, écoute, j'ai un profil là que je recherche tel type de profil. Ah, tiens, mais je connais telle personne. Et en approchant les gens, par exemple, comme sur LinkedIn, comme j'ai suggéré à beaucoup de gens, euh, approcher les gens sur LinkedIn, il ne faut pas aller écrire à la personne, ah tiens, je cherche un boulot dans votre domaine et tout, non. Ça, les gens vont te dire, bon, lui, il vient juste parce qu'il a besoin de boulot vers moi. Il faut s'intéresser aux gens, il faut causer avec les gens, leur poser des questions. Ah, mais comment est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites? Et ici, les gens sont vraiment très ouverts. Tu peux dire à la personne, ok, écoute, allons prendre un café. Ou bien à l'heure de ta pause à midi, on va manger ensemble. Vous allez manger quelque part, discuter tranquillement. Moi, je vois les gens sont très accessibles ici parce que euh, moi, j'ai souvent mangé, j'ai une fois discuté avec des directeurs, des gens qui ont de hautes fonctions. Mais ces gens qui sont très, très, très accessibles, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter à aller vers des personnes, à leur dire, mais écoute, n'hésite pas à demander, ah, est-ce qu'on peut prendre un café ensemble? Est-ce qu'on peut, voilà, cette culture-là, c'est quelque chose qui est bien. C'est un peu comme, non, je vais continuer sur ça parce que quand on rencontre cette personne et qu'on discute avec une personne qu'on a rencontrée par exemple sur LinkedIn, sans lui dire que je recherche le boulot, sans lui dire que, ah, est-ce que tu peux m'aider à trouver un emploi? Quand on discute avec la personne, il faut ressortir ses points forts. Il faut ressortir ses centres d'intérêt. Et cette personne-là, le but, en fait, c'est de choquer l'esprit de cette personne. Que quand la personne va partir, que la personne se dise que, mais tiens, il va jamais t'oublier dire que, mais tiens, j'ai discuté avec Faisal, il a beaucoup de compétences, il connaît telle chose, ah waouh, ok. Et ces personnes ont un réseau. Peut-être que la personne va s'asseoir à la maison, peut-être que sa femme, elle est dans le domaine informatique. Sa femme va être là, elle va rentrer le soir et cause avec son mari, elle va dire que, ouh, là, à ce moment, je suis en train de rechercher un développeur Java, mais si je rencontre des gens, mais ils sortent de l'université ou bien ils n'ont pas si.
ah, il y en a pas beaucoup sur le marché, je ne retrouve pas ce que je veux. Son mari peut lui dire, ah, mais tiens, l'autre fois, j'ai rencontré un monsieur là, je l'ai en discuté un peu, vite fait. Il s'appelle Faisal. En tout cas, apparemment, il est très bon, ce monsieur. En tout cas, on a discuté, j'ai beaucoup aimé sa personne et tout. En tout cas, il est très ambitieux, c'est un fonceur. Elle a dit, ah, tiens, ok, mais je vais sur LinkedIn, écoute, voici son profil. Sa femme viendra regarder ton profil, elle dit, ah, tiens, ah, Faisal, c'est Faisal Tientoré. Profil intéressant. Elle va t'envoyer un message. Elle dit, ah tiens, monsieur Faisal, j'ai vu votre profil, il a l'air intéressant, tout ça. Ou mais sa femme peut t'appeler directement, le monsieur peut te dire que, ah tiens, ma femme recherche un développeur, est-ce que tu es intéressé? Donc il y a toutes ces choses-là en fait il faut jouer avec. Moi, ce que j'ai fait, moi je raconte une anecdote. Moi, personnellement, j'ai écrit à des gens sur LinkedIn. Moi, souvent, quand j'ouvre mon LinkedIn et puis je regarde dedans, il y a des moments où tu as les larmes aux yeux. Parce que tu écris aux gens juste bonjour, comment allez-vous? Je vois que vous avez dans tel secteur. J'aimerais pouvoir échanger avec vous. Je sais que vous êtes très occupé, mais j'aimerais pouvoir échanger avec vous pour telle chose. Tu vois, les gens, ils lisent, mais ils ne répondent jamais. Ça fait mal. Ça, souvent, tu as envie de tout abandonner, mais si tu abandonnes, tu vas où tu ne trouves rien. Tout à fait, Jean-Pierre. Très, très intéressant ce que tu dis. Et je pense que c'est un appel qu'on pourrait lancer aussi aux seniors afin qu'ils essaient de comprendre ces situations-là. Très souvent, tu écris à une grande personne, en tout cas quelqu'un que tu trouves idéalement, quelqu'un qui a fait le domaine que tu voudrais embrasser, ou du moins quelqu'un qui est dans un domaine particulier qui t'intéresse, et tu l'écris bonnement, en tout cas, pour essayer de prendre contact, et la personne lit et il ne te répond pas. C'est pas compréhensible, c'est pas normal. Ailleurs, tu vas voir des gens, quand des plus petits, en tout cas, les contacts, ils essaient de, même s'ils n'ont pas les informations, ils les réorientent vers autre chose. Mais pas lire le message et puis rester là sans répondre. C'est vraiment dommage que des gens se comportent de la sorte. Peut-être tu n'as pas le temps tout de suite, mais après, quand l'opportunité se présente, n'hésite pas au moins à écrire un petit message. Ça va réconforter la personne. Même si tu ne résous pas son problème, tu l'encourages. Comme ça, il pourra toujours foncer. Mais quand on ne répond pas, à quelque part, c'est comme tu l'as dit, c'est frustrant et c'est vraiment déplorable. On ne devrait pas se comporter de la sorte. Surtout Ouais, après avoir traversé les mêmes situations, il va de soi qu'on essaie de s'entraider. ouais, exactement, exactement. Et donc, c'est des cas que on verra. Hein, moi, je n'ai beaucoup, 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 beaucoup comme ça, mais ça ne m'a pas empêché de continuer de persévérer, de persévérer. Et il y a certaines personnes qui m'écrivent souvent, qui m'ajoutent sur LinkedIn. Il y a des gens qui m'ont. Je me rappelle dernièrement, j'ai un ami bon, c'est devenu mon ami. Il y a un gars qui m'a écrit sur LinkedIn. Il est ivoirien. Il m'a écrit sur LinkedIn. Et puis, il me dit, ah bonjour Jean-Pierre, je vois que tu as travaillé comme analyste paramètres de marché, tout ça. Euh, j'aimerais pouvoir, j'aimerais avoir, parce que j'ai mon entretien bientôt, j'aimerais pouvoir discuter. Je lui dis, il n'y a pas de problème, tout de suite. Je me dis, en fait, il faut être toujours prêt à aider les gens. Quand les gens viennent vers nous, il faut les aider parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on bâtit quelque chose de solide. Et moi, je lui dis, il n'y a pas de problème. Je lui dis, bon, écoute, tiens, voici mon numéro. Prends mon numéro et puis contacte-moi au besoin. Il m'a contacté et je me suis libéré. Dès le lendemain, ou c'est 2 jours après, je me suis libéré. Je suis allé le rencontrer. Et puis, je sais l'équipe où j'étais. Je lui ai dit, bon, tiens, l'entretien, ça pourrait se passer comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je donne des petits conseils. Je lui ai envoyé de la documentation, tout ça. Il a lu, il a fait ses trucs. Il a passé son entretien. Le 1er avril dernier, il a commencé son poste. Bien avant ça, il y a un ami, quand je travaillais comme analyste, comme paramètre de marché, j'ai un ami, un gars que je connais bien, burkinabé qui vit à Montréal, qui m'a écrit sur LinkedIn, il m'a envoyé un message, est-ce que tu pourrais me référer? Parce qu'il y a des messages qui sont préfaits sur LinkedIn, est-ce que tu pourrais me référer pour un tel poste et tout? Je lui dis, ah, mais il n'y a pas de problème, c'était un truc c'était un peu plus comptable, un peu côté comptabilité, mais finance aussi. Est-ce que tu pourrais me référer? Je dis, mais avec plaisir. Et il se trouve que j'avais déjà passé un entretien 1 an auparavant avec le directeur de cette équipe-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je ne prends pas le cas de cet ami-là. Non, je prends plutôt le nom. Plutôt le cas d'une amie. Une autre amie, elle est béninoise. Elle m'a écrit
Elle, je l'ai connue par l'intermédiaire d'un autre ami. Bon, on se connaissait à l'université comme ça. Elle m'a écrit, c'était plus pour le poste un peu en comptabilité finance. Elle a un profil comptable. J'ai dit, mais tiens, il n'y a pas de problème. Dès qu'elle m'a écrit sur LinkedIn, j'ai envoyé un email. Puis j'étais à l'interne, je suis dans l'intranet, j'ai cherché le email du manager, je lui ai écrit, ah tiens, bonjour, voilà, je suis tant, 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 tant. J'ai une camarade vraiment très sérieuse et tout qui recherche qui est intéressé par le poste qui est ouvert dans ton équipe. Je lui ai envoyé un email à ce monsieur-là directement. Il a ouvert le email et il m'a répondu, Jean-Pierre, envoie-moi son CV. J'ai envoyé le CV de ma camarade. Maintenant, après, je ne sais pas, je pense qu'il l'a contacté et puis après, ils ne se sont pas entendus sur le contrat, en tout cas, je ne sais pas trop, je n'ai pas eu trop d'informations là-dessus il y a un peu longtemps. Mais voilà, donc c'est pour dire qu'il y a des choses qu'il faut quand même faire pour ces gens. Et moi, je me dis, on a souvent vécu ça. Il y a des personnes qui sont plus âgées que nous, qui nous ont peut-être pas tiré, mais ce n'est pas une raison pour nous de pouvoir laisser nos jeunes frères ou bien nos amis et tout. Il faut aider. Et d'où, je pense, l'importance de cette plateforme que tu as créée, Jeune et Ambitieux. C'est une très bonne initiative que je félicite d'ailleurs. Et voilà, donc les gens pourront venir prendre de l'expérience ici. Et puis, moi, je me dis, tant qu'on peut aider quelqu'un, tant qu'on peut donner un coup de main à quelqu'un, il faut le faire sans attendre quelque chose en retour. Donc, Tout à fait. Tout voilà. à fait. Merci beaucoup pour ces encouragements. En tout cas, moi également, je note de mon côté que Jean-Pierre, c'est quelqu'un de vraiment formidable. Depuis Montréal, j'ai vu que tu étais quelqu'un d'assez disponible à chaque fois qu'on avait besoin de toi, quand tu demandes quelque chose. Même si tu n'as pas la réponse, tu réorientes toujours en indiquant quelqu'un auprès de qui on va toujours avoir la bonne réponse. Et sur ce, vraiment, je voudrais te remercier déjà pour ça. Et je pense que la plateforme aussi, c'est ensemble que voilà, on pourra essayer de d'aider les plus jeunes et les encourager aussi. Surtout, c'est comme on le dit, c'est ensemble qu'on grandit. En Afrique, c'est vrai, on a quelques grandes personnalités, des gens aussi qui ont très bien réussi, mais si ça reste quelques-uns, ça ne montre pas la puissance de l'Afrique. C'est quand on va arriver à un niveau où on est très nombreux à être vraiment très doués que voilà, l'Afrique se fera vraiment considérer comme il se doit. Nous sommes au terme de cette première partie de notre échange avec notre invité qui est Jean-Pierre Doumboué. Dans cet épisode, nous avions parlé de son parcours depuis ses débuts jusqu'au stade actuel. Dans le prochain épisode, nous aborderons sa spécialité qui est le domaine de l'analyse financière et nous apprendrons beaucoup de choses qui pourront nous être tous utiles. Rendez-vous donc au prochain épisode.